va, vous êtes bien? J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez qui est assis à côté de vous? Ah. Je ne vous parle pas des personnes que vous connaissez pas, que vous connaissez, mais de ceux que vous ne connaissez pas. Les inconnus qui sont là, tout proches de vous. Pouvez-vous, pour un instant, prendre le temps de vous regarder? Allez-y, allez-y. Les organisateurs m'ont dit que j'avais tout mon temps. Je ne regarde même pas le chrono. Là. Ça va? C'est bien? Faites connaissance. N'ayez pas peur. C'est dingue comme on a peur d'aller vers les autres. Alors je vais vous aider un peu. Imaginez que votre vie dépende de cette personne. Imaginez que la vie de cette personne, de sa famille, de ses enfants, dépendent de vous. Là, c'est plus compliqué. Je vais vous expliquer où je veux en venir. Depuis 25 ans, je parcours le monde à la rencontre de peuples extraordinaires. Certains les appellent les peuples autochtones ou les peuples premiers. Moi, je préfère les appeler les flamboyants, tant ils sont éblouissants par leur courage et par leur humilité. Éparpillés partout dans le monde, ces hommes, ces femmes, ces enfants sont fiers de leur culture et de leur tradition. Ce sont les gardiens de leur terre, une terre qu'ils revendiquent comme faisant partie d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ils sont face à notre expansion, à notre progrès. Nous qui sommes bien au chaud, emmitouflés dans notre confort, avons-nous conscience de ce qu'ils représentent? Mesurons-nous seulement ce qu'ils vivent? Sommes-nous à l'écoute de ce qu'ils demandent? Si nous n'apprenons pas à les connaître, nous n'entendrons pas leur message. Et leur message nous concerne tous. La première fois que j'ai rencontré l'un de ces peuples flamboyants, c'était en Russie, dans l'Oural polaire. Ce jour-là, je rencontrais André, Ivan, Piotr et Anna, des nomades nénets. Je n'imaginais pas à quel point ils allaient transformer ma vie. Les nénets, vous avez déjà entendu parler des nénets? Les nénets sont les maîtres de l'Arctique, les seigneurs de la toundra. Ce sont les plus grands éleveurs de rennes au monde. Chaque jour, ils sont dehors pour trouver des pâturages, pour nourrir leurs bêtes. En hiver, il fait moins 50 degrés. En été, la toundra se transforme en un immense marécage. Leur vie est dure, extrêmement dure. Toute la nature qui les entoure est sacrée. Même planter un couteau dans le sol peut être une offense pour les esprits qui les entourent. Cette rencontre m'a tellement impressionné que pendant 15 ans, je suis retourné à leur rencontre, à toutes les saisons et dans tous les environnements possibles. À chaque fois, ils m'ont accueilli et aidé avec une gentillesse extraordinaire. Leur façon de voir la vie, leur capacité d'adaptation, leur savoir-faire m'ont complètement fasciné et me fascinent encore aujourd'hui. Avec le temps, j'ai voyagé. J'ai rencontré des dizaines d'autres communautés éparpillées à travers le monde. À chaque fois, j'ai retrouvé une partie des enseignements de mes amis nénets. Mais j'ai aussi découvert une multitude de richesses extraordinaires. J'aimerais que ces peuples soient avec nous, j'aimerais vous emmener à leur rencontre. J'aimerais qu'ils soient là pour partager ce moment, qu'ils voient vos regards. Imaginez que, par magie, on puisse survoler la planète.
En un instant, nous sommes chez les Mentawai. Au lever du jour, nous partons dans la forêt cueillir des fleurs. Les Mentawai aiment décorer leurs cheveux. Chaque jour, ils mettent un point d'honneur à être beaux pour honorer les esprits de la nature qui les entoure. Le soir, avec les chamans, nous parlons des arbres qui les nourrissent. Oui, les Mentawai mangent des arbres. À chaque fois qu'ils en coupent un, ils en replantent un autre. Chez les Mentawai, on ne prend rien dans la nature sans penser aux générations futures. C'est une règle, c'est la loi. En fermant les yeux, nous sommes en Bolivie, sur les hauts plateaux des Andes. Nous marchons sur les plus grandes étendues salées du monde, les salars, des déserts presque invivables. C'est dans cet environnement hostile que les Chipayas ont trouvé refuge. Avant de rentrer chez eux, vous êtes accueillis par le comité du village. C'est ensemble que les villageois décident ou pas de vous accepter sur leur terre. Avec leur accord, nous allons construire de petits barrages pour guider l'eau de la seule rivière qui coule dans la région. Pour survivre, les Chipayas lavent la terre pour en éliminer le sel qui la rend impropre à l'agriculture. Chez les Chipayas, l'individu n'est rien parce qu'il ne peut pas survivre. Le groupe représente la vie. En un claquement de doigts, nous sommes en Mongolie, chez une famille d'éleveurs. Nous sommes accueillis avec une hospitalité extraordinaire pour partager une transhumance. Blottis, sur le dos d'un chameau de Bactriane, nous avançons sur les dunes du désert de Gobi. Le soir, nous arrivons au nouveau campement et les anciens nous expliquent le sens de cette journée méticuleusement choisie en fonction de la position des astres et de la lune. Ce déplacement est un rituel qui rend hommage à la nature qui leur donne la vie. Chez les Mongols, le sacré est partout. Il est simple, il est accessible à tous. Il fait partie de la vie. Toutes les populations que j'ai rencontrées sont différentes, mais elles ont tous un point commun. Elles sont tous une source d'inspiration et d'enseignement pour nous. Elles nous proposent d'autres façons de penser, de voir ou d'entendre. Elles nous proposent d'autres façons d'appréhender la vie. Ce sont de véritables trésors pour l'humanité. Leur connaissance, leur savoir-faire nous proposent d'autres façons d'appréhender le corps et l'esprit. Leur relation aux autres, leur solidarité nous renvoie à des valeurs que nous avons perdues. Leur capacité d'adaptation, leur résistance sont autant de pistes d'exploration face à notre avenir, parfois incertain. Ce sont eux les champions de la résilience. Dans un monde où l'uniformisation des cultures est généralisée, ils nous proposent le foisonnement, la diversité. Ils nous proposent le choix. Avoir le choix, c'est être libre. Une liberté que nous finirons par perdre si nous ne faisons pas garde, si nous ne prenons pas garde de préserver toutes ces différences. Vous trouvez ça intéressant que l'on s'habille tous pareil, que l'on mange tous la même chose et que l'on parle tous la même langue? Aujourd'hui, toutes ces populations
sont confrontés à notre expansion. Ces 10 dernières années, j'ai vu leurs territoires les plus secrets être menacés par l'exploitation du gaz, du pétrole, de l'or. J'ai vu leurs jardins les plus secrets être attaqués par la déforestation. Partout dans le monde, on veut les déplacer, les relocaliser pour mieux les asservir, mieux les contrôler. Leur voix s'élève de plus en plus forte, mais les entendons-nous? Certains de ces peuples préfèrent rester isolés, traumatisés par des violences passées. D'autres sont carrément assassinés, coupables du simple fait d'exister. C'est à ce moment que notre développement se fait prédateur et que le progrès devient un danger pour eux. C'est aussi à ce moment que notre regard se trouble. Si nous les plaçons sur un piédestal, nous finissons par oublier l'humanité qu'ils représentent au profit du patrimoine, un peu comme des pièces de musée qui vivraient à une autre époque. Si nous les considérons comme des résistants, nous avons l'impression qu'ils sont opposés à tout développement, à toute évolution. Ça va vous sembler paradoxal, mais c'est exactement l'opposé. Toutes les populations que j'ai rencontrées souhaitent s'ouvrir vers l'extérieur. Elles veulent prendre le meilleur des deux mondes. Elles veulent plus de confort, plus de santé, plus d'éducation pour leurs enfants. Elles veulent avoir plus de paix, plus de sécurité pour leur communauté. Elles veulent avoir plus de commerce, plus d'échanges, avec l'extérieur, mais avec le monde. Pas facile de vous parler de ça, parce que beaucoup de gens considèrent leur vie comme paradisiaque. Avec le temps, mon regard, mes voyages chez les Nénettes, mon regard a changé. Peu à peu, j'ai vu mes amis mourir, emportés par le froid, les accidents, les maladies, les noyades. Je les ai vus souffrir de leur isolement, de la rudesse de leur quotidien. J'ai vu leur détresse devant leurs enfants, leurs familles, leurs proches qui disparaissaient. Je les ai entendus appeler de l'aide. Savez-vous ce que cela veut dire de vivre en conditions d'isolement? C'est 20 à 25 ans d'espérance de vie en moins que nous. C'est une mortalité infantile qui s'élève parfois à 2 enfants sur 5. Ce sont des conditions de vie tellement rudes pour les femmes, pour les enfants. C'est des accès aux soins, à l'éducation, au travail, au commerce, inexistants. Et une chose dont on parle peu, leurs traditions sont parfois violentes et cruelles. Et ces traditions n'ont plus lieu d'exister aujourd'hui. Laissez-moi vous donner 3 exemples. Il y a quelque temps, je revenais voir mon ami Ndaï chez les Korowai. Chez eux, les guerres, les violences, les enlèvements ont fait tellement de morts. Il n'y a que peu de temps qu'ils ont décidé de baisser les armes. C'était impossible de les imaginer se déplacer en forêt sans leurs arcs et leurs flèches à la main. Ils ne pouvaient même pas laisser leurs femmes seules de peur qu'elles soient enlevées. Vous pouvez imaginer le changement et le quotidien qu'ils vivent, qu'ils ont vécu. Chaque jour, l'angoisse, la peur de vivre sous l'attaque, de voir perdre un frère, un père.
Il y a quelque temps, je retournais en Mongolie voir mon ami Uwe Deutsch. À mon arrivée, il me dit « Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle cabane que je viens de construire ?» Moi, je lui dis « Elle est super !» Il me dit « Tu vois, quand les touristes viennent nous voir, ils me demandent pourquoi nous ne passons plus l'hiver dans nos tentes de toile, nos hurts. Je leur dis, l'hiver, nos enfants ont froid, nous avons froid, il fait moins 40. Les tentes, la toile des tentes coûte cher. Ils me répondent que nous perdons nos traditions, que nous allons disparaître. Je leur dis, mais ce n'est pas parce que nous changeons d'habitat que nous allons disparaître. Être de Satan, c'est le sang qui coule dans mes veines. Il y a quelque temps, je revenais en Inde, aux Zanskars, retrouver Dolma. Sur le chemin qui mène au monastère de Puktal, j'étais surpris de voir le chantier de construction d'une route. Les ouvriers faisaient exploser la montagne à coups de dynamite pour faire avancer leurs rouleaux de goudron. À mon arrivée chez Dolma, je lui faisais part de mes inquiétudes. Je lui demandais ce qu'elle pensait. Elle me dit, tu vois Franck, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Nos enfants pourront aller à l'école. Les malades pourront être évacués. Les touristes pourront venir nous visiter. Et avec un petit air malicieux, elle rajouta, et vous, vous faites comment chez vous? Vous n'avez pas de route? Au lieu de voir nos différences, nous ferions mieux de voir nos similitudes, nos points communs. Nous devons essayer de comprendre leur fragilité et d'entendre leur message. Leur message est un message d'unité. Ils nous demandent d'aller les uns vers les autres. Et aujourd'hui, dans un monde où les mouvements de population sont inexorables, ils nous donnent l'exemple. Ils nous montrent, grâce à leur ouverture, grâce à leur volonté d'échange, que c'est en allant vers les autres, avec un esprit de respect et de solidarité, que l'on pourra survivre. Il y a quelque temps, s'est tenue à Brasilia l'Assemblée internationale des peuples autochtones. Je pense que peu de gens ont entendu parler de cette conférence. 200 représentants indigènes du monde entier se sont réunis pour nous lancer un appel, un message d'unité et de mobilisation face aux dangers qu'encourt notre planète. J'aimerais vous proposer quelque chose. On va essayer de faire ça. On va essayer de leur envoyer un message à notre tour. Je vais vous demander quelque chose d'un peu différent. Si vous voulez bien me rejoindre sur scène, nous allons former une chaîne pour leur montrer que nous aussi, nous pouvons être unis et que nous les respectons. Si vous voulez bien venir avec moi. Cette image fera le tour du monde et ils la verront un jour ou l'autre. Venez, venez. N'ayez pas peur, ce n'est pas la peine de partir au bout du monde pour faire des rencontres. Voilà. Merci. Montez, montez. Voilà. Venez, venez, n'hésitez pas. Allez, venez par là. Ils vont passer derrière nous. Venez, faites de la place, voilà. Ok. Voilà. Allez-y, venez. Il y en a qui peuvent rester dans la salle, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligés. Il y a quand même qui viennent tous, c'est incroyable. Merci, merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci pour eux, merci pour eux. Pensez à eux, pensez à eux. N'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur des autres. Merci, merci beaucoup.
C'est vous.